Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. Bonsoir à tous, bienvenue vous qui nous écoutez sur VL Radio ou peut-être qui nous regardez sur le live de VL Media. En tout cas, on est très heureux de vous présenter le tout premier numéro de votre nouveau magazine, La Manita. On se retrouvera désormais tous les dimanches soirs pendant une heure, un petit peu plus peut-être, et on ira ensemble explorer la culture, la politique, l'économie du football. Voilà, on essaiera d'aller voir un peu plus haut que les terrains, un peu plus haut que le jeu, pour aller du côté des tribunes, des instances, des fédérations, des États. Voilà, c'est notre promesse de décrypter, d'analyser, d'éplucher le monde du foot plus que le foot. Voilà, belle promesse et de belles perspectives en tout cas, et on espère évidemment vous voir toujours plus nombreux au fil des semaines. Pour ce premier numéro, on a choisi d'entrer dans le vif du sujet, le vif de l'actualité. Vous l'avez peut-être suivi, la Ligue de football professionnel a son nouveau président. C'est une annonce choc pour certains, une vraie surprise. En tout cas pour beaucoup, Vincent Labrune sera le président de la LFP pour les 4 prochaines années. Ça pose évidemment beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre sur la personnalité évidemment de l'ancien président de l'OM, mais aussi sur l'orientation de la gouvernance du foot français. Avant de passer à ce dossier du jour, un petit tour de table de la liste de nos chroniqueurs de la Manita. Adrien Dril est avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Mehdi Arabe, un ancien de la maison VL, passé par les prolongations. Un plaisir de retrouver les micros, Mehdi. Ouais, très heureux de vous retrouver pour cette grande première. Et enfin, Kevin Vessière, donc de Géopolitics, qui sera avec nous toute l'année et qui a pas mal de surprises à nous réserver a priori. Bonsoir Kevin. Ouais, bonsoir à tous, et puis très heureux de rejoindre l'équipe de la Manita pour cette saison. Eh ben, c'est un plaisir partagé. On va accueillir tout de suite notre invité. Il est expert en communication et marketing, et surtout il dirige l'Observatoire du sport business, comme son nom l'indique, qui s'interroge sur les mécanismes économiques, les flux financiers du monde du sport. Bonsoir Vincent Chaudel. Bonsoir. Merci à vous d'ouvrir le bal des invités de la Manita. Vous êtes un peu notre parrain officieux. Ouais, officieux ou officiel même peut-être. Officieux, ça m'inquiète, officiel, je veux bien. On n'en a pas disserté encore, mais vous êtes le parrain donc officiel de cette nouvelle saison de la Manita. On aime en plus recueillir les paroles expertes, celles des universitaires, celles des économistes. Vous, je le disais, vous dirigez donc l'Observatoire du sport business. C'est en fait un blog de consultants professionnels qui analyse l'économie du sport, c'est ça ? Oui, en fait, moi j'ai monté l'équipe dédiée au management du sport au sein d'un grand cabinet qui s'appelle Deloitte il y a maintenant une vingtaine d'années. Et ça nous a amené à faire le constat qu'on a un vrai sujet culturel en France par rapport à l'économie du sport, et qu'il y avait un vrai besoin de faire de la pédagogie. Expliquer ce qu'était le sport, son économie, ce qu'on pouvait en faire. Et quand je parle de l'économie du sport, je ne parle pas uniquement de Neymar et du PSG, je parle aussi de tout ce qui fait le sport, avec ses dimensions aussi sociales, sociétales, éducatives. Et là, on voit bien, dans les dernières prises de parole des différents maires élus, que ce soit à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Paris, les maires ou les élus, il y a un vrai sujet comment dire gentiment, d'ignorance ou de manque de compréhension de ce qu'est le sport, de ce qu'il peut apporter à la société, surtout actuellement, dans une société qui est fracturée. Ça peut créer du lien, de l'éducation, encore une fois, de l'emploi, et puis du plaisir. Christian Prudhomme l'a très bien dit il y a 2 jours, à côté du maire de Grenoble. Du pain et de jeu, on peut toujours le regretter, mais actuellement, je pense que ça fait du bien à beaucoup de têtes. Aujourd'hui, on pense le football et le sport en général, on pensait qu'on le pense justement trop comme un sport, comme un jeu, et pas assez comme pour tout ce qu'il représente. Évidemment, je pense qu'il faut distinguer la France des autres pays. Je pense qu'en France, on a un vrai sujet par rapport à cela. Je pense que la France est un pays d'histoire et de culture, et que nos élites, d'une façon générale, ont bien compris que la culture sans soutien de l'État avait des difficultés. Oui, donc il n'y a aucun débat de droite ou de gauche pour soutenir la culture.
En revanche, pour le sport, nos élites sont assez éloignées de ce sujet. Et donc, elles s'y intéressent très peu, voire le sanctionnent souvent. Et c'est pas tout à fait vrai. C'est clairement pas la même chose chez nos voisins, qu'ils soient latins ou anglo-saxons. Oxford-Cambridge, c'est un exemple classique, mais ce qui est sûr, c'est que nos énarques sont rarement de grands sportifs et le sport le paye au prix cher. Alors, il n'y a pas que des énarques. Notre ministre en place, moi, j'ai été assez, ça m'a fait assez réagir quand, au mois de mai, quand la Bundesliga a repris, elle s'était émue du fait que la Bundesliga reprenne pour des raisons économiques. Évidemment que c'était pour des raisons économiques, c'est un sport professionnel. Et c'était un peu oublié que le football, l'économie du football, c'est 30 à 45 000 emplois en France. Évidemment que ça aurait été bien que que la Ligue 1 reprenne. Et que ce n'est pas qu'uniquement pour payer le salaire de Neymar ou Mbappé, c'est pour l'intérêt alors, l'intérêt psychologique des fans, c'est une chose, mais aussi de tous ceux qui travaillent autour. Justement, penser football, donc c'est penser économie, on le voit à travers ce que vous dites. Est-ce que quelque part ça, pour beaucoup, je sais pas si du coup j'imagine que vous n'allez pas rejoindre ça, mais est-ce que ça dénaturerait pas, est-ce que ça enlève un peu de charme au football que de le penser comme une grosse industrie ? Je vois pas pourquoi ça enlèverait du charme, parce que à chaque fois que l'on dit par exemple qu'il y a beaucoup trop d'argent, qu'il y a plus d'émotions et autres, demandez à Tony Parker qui a été en NBA s'il y a un sport qui est ultra médiatisé, ultra monétisé, c'est bien la NBA. Je pense qu'il a eu autant de plaisir que n'importe quel sportif à gagner ses 5 bagues de NBA. Oui, donc le vrai sujet, c'est pas de savoir si l'argent va nuire aux sportifs. Aujourd'hui, Nadal ou Federer sont ultra millionnaires, c'est pas le sujet, et pour autant ils se défoncent chaque jour à l'entraînement et sur chaque match. À 39 ans, Federer se refait opérer. Sincèrement, c'est pas pour gagner encore quelques milliers d'euros, c'est pas le sujet. Il est passionné par son sport et il veut le marquer au fer rouge. Donc faut arrêter de croire que l'argent pervertit tout. L'argent peut créer des problèmes, c'est vrai. Mais je pense que l'argent peut accentuer les problèmes. Je ne pense pas qu'il les crée. Oui. Il va rendre un problème plus important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans argent, on a du mal à performer désormais. Ça, c'est un phénomène qui est acquis et qu'il faut comprendre, c'est que le sport est par essence mondialisé. C'est-à-dire que si je commence à m'entraîner, que je suis le meilleur du 14e arrondissement, je vais vouloir être le meilleur de Paris, puis le meilleur d'Île-de-France, puis le meilleur de France, et puis après le meilleur d'Europe. Et bien justement, on va reparler de cette question de la compétitivité, justement à travers l'exemple de la LFP. Avant cela, Adrien va nous résumer sa petite info de la semaine, c'est l'exception française. Alors, mon cher Corentin, pour la première, on part du côté de la ville de Troyes, dont le club vient d'être racheté par un grand groupe. C'était l'une des infos du mois de septembre et ça a été un peu éclipsé par le vrai faux départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Et donc l'ESTAC, c'est l'Espérance Sportive de Troyes-Aube-Champagne. Et cette année, je pense qu'on pourrait remplacer le C de Champagne par le C de City. Et ça claque un peu plus pour la Ligue 2. Parce que la seconde division française intéresse de plus en plus et l'acheteur du club de Troyes, c'est le CFG et il nous vient tout droit des Émirats Arabes Unis. Alors CFG, on précise, c'est City Football Group, c'est ça ? Exactement, mon cher Corentin, c'est le propriétaire de Manchester City et aussi de 9 autres clubs un peu partout dans le monde, notamment en Australie, aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Uruguay, en Belgique, au Japon, en Espagne. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que Sergio Aguero, Raheem Sterling ou Pep Guardiola se retrouveront à Troyes? Pas sûr, mais en tout cas... c'est magasin d'usine peut-être. Peut-être. C'est surtout que pour le CFG, donc, cet achat est intéressant parce qu'il va leur permettre de poser un premier pied dans le football français.
Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que à voir naître un futur rival du Paris Saint-Germain ou on n'en est vraiment pas là? Alors, pas sûr non plus. Et pour la place en Europe, on verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce qu'on vise plutôt, c'est la montée en Ligue 1, forcément, et du coup le maintien. Mais en fait, le projet à long terme du CFG, c'est surtout... il symbolise un peu le foot business de demain. Oui, bien sûr. Et l'objectif, c'est de développer sa marque dans le monde et de s'implanter dans les territoires où le foot est assez prometteur. Et en créant cette grande galaxie de clubs, il cherche aussi à faire naviguer les joueurs plus facilement de club à club. Bien sûr. Ouais. Donc tout en alimentant la maison mère de Manchester Ouais, City. Et voilà, donc le choix de 3, il peut surprendre au premier regard, mais il permettra aux Citizens de profiter de la formation des jeunes talents français et de les faire venir en Première Ligue. Et du côté du Qatar, on imagine quelques petites réactions peut-être d'intérêt diplomatique. Peut-être. Alors c'est vrai que cette méthode de gestion de club, elle fait assez débat. Et le foot, comme toujours, c'est pas que du foot. Mais on notera que les relations diplomatiques entre le Qatar et les Émirats sont assez électriques. Et ce qui promet donc peut-être de beaux derbies entre le PSG et 3 City dans le futur. Et on imagine bien que ça ressemblera plus à un conflit géopolitique qu'à un match. Eh ben on va espérer en tout cas. Peut-être Pep Guardiola malgré tout dans l'aube. On peut toujours rêver après tout. On va tout de suite passer à notre dossier de la semaine. Notre dossier de la semaine, comme je l'ai dit, consacré à la Ligue de football professionnel qui a son nouveau président, Vincent Labrune. Au-delà de son élection, ça marque un constat. Depuis Noël Le Graët, en 1991, l'ALFP a à sa tête des hommes d'affaires, des femmes d'affaires aussi avec Nathalie Bois de la Tour, des chefs d'entreprise, donc ce qui n'est pas anodin et ce qui reflète une certaine orientation idéologique et économique que prend le foot français. Vincent Chaudet, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on tend, à travers cette élection, à travers le choix de Vincent Labrune, vers peut-être une privatisation de la LFP, une privatisation du foot français, comme ça peut se faire ailleurs? Qu'est-ce qu'on appelle une privatisation? En fait, on est sur le sport qui génère le plus d'économies en France. Alors, moi, je veux bien que l'on mette toujours un footballeur à la tête d'un club ou à la tête d'une ligue ou d'une fédération. Mais c'est pas parce que j'ai joué au football ou parce que j'ai joué au tennis, par exemple, que je peux être un très bon directeur de tournoi ou un très bon directeur de club. Donc je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est de savoir qui doit garder la tête. Si on mettait Noël Le Graët à la tête de la DTN, ça me poserait un problème. Mais à la tête de la fédération, il a démontré qu'il savait structurer une organisation sportive comme la fédération. Vincent Labrune a démontré qu'il savait gérer un club et une ligue, ce n'est qu'une somme de clubs quand même. Sauf qu'il y a quand même un petit paradoxe, après je laisserai la parole à mes chroniqueurs, mais c'est que la LFP, donc c'est une association de la loi 1901. Est-ce que vous y voyez un paradoxe avec la mission de service public et pourtant le fait que ce soit peut-être aujourd'hui géré comme une entreprise? Il me semble que la FIFA et l'UEFA sont des associations aussi, et je ne suis pas sûr qu'elles perdent beaucoup d'argent. Donc il faut distinguer la notion de statut juridique, association ou société. Une association, c'est pas fait pour perdre de l'argent. La différence, c'est qu'une association, ça ne verse pas de dividendes. Voilà. Oui, bien sûr. Et c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire au final, si je suis un investisseur, je peux prendre des parts dans un club. Et mon objectif, à un moment donné, pourra de créer de la valeur dans mon propre patrimoine. Un club comme le Real, un club comme le Barça sont sous forme associative. Je ne crois pas non plus que ce soit des structures qui n'ont pas envie de générer du cash et de l'exploiter. Donc, je ne mettrai pas le sujet sur la notion de statut juridique. Je pense qu'il peut y avoir des questions autour de cela. Et qu'encore une fois, ce que j'évoquais, est-ce qu'on pourrait, pas rebondir sur le sujet de l'Estac, mais il y a bien des choses à dire à ce sujet, c'est-à-dire que dans toute situation, on a un jeu de contraintes et on regarde comment on peut l'utiliser au mieux pour son objectif personnel. Manchester City a un objectif, c'est de performer le plus loin possible, et que par rapport à ça, il faut avoir des joueurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut avoir des joueurs le plus tôt possible parce qu'un joueur comme Messi, sauf à le payer très 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 cher aujourd'hui, même parce que visiblement la clause de 700 millions d'euros reste
réels. Donc ça fait quand même un peu cher le marché. Il faut essayer de choper, de trouver le prochain Messi, peut-être à 15 ans ou à 14 ans. Donc on crée la fameuse Ligue des talents. Mehdi, je me tourne vers toi, tu avais envie de réagir. Pour embrayer sur ce que disait notre invité, la LFP, certes c'est une association de loi 1901 comme tu l'as dit Corentin, mais elle n'a aucune obligation à ne pas exercer des activités commerciales. Elle aurait tort de s'en priver au vu du marché qu'est le football et de tout l'écosystème qui l'entoure. Après, ce qui est peut-être un peu plus gênant, c'est qu'elle semble calquer ses besoins uniquement sur les aspects marketing. Oui. Aujourd'hui, la Ligue 1, c'est un produit qui a une valeur réelle. On l'a vu avec l'arrivée de Mediapro, notamment concernant les droits télé. Mais par contre, le produit sur le terrain n'est pas toujours très attrayant et tout. Est-ce que délaisser le sportif au détriment du marketing, c'est aussi le bon fit à opérer? Alors, évidemment non. C'est-à-dire que je dois faire très attention à mon produit. Si je suis un bon marketeur, je dois faire attention à mon produit. Et par exemple, le débat qu'il y a eu autour du calendrier, qui s'est focalisé sur le PSG et sa demande de report, de matchs notamment contre Lens, oui, on a... alors je ne pense pas que ce soit une question marketing. Je pense que la Ligue, et on ne peut pas le mettre sur Vincent Labrune, puisqu'il n'était pas élu à ce moment-là, a privilégié l'arrivée de son nouveau diffuseur, Mediapro, donc avec sa chaîne Téléfoot, privilégiant un maximum son diffuseur, en lui permettant de commencer dès le 23 août, en oubliant que... au moment où la décision a été prise, qu'on avait 2 clubs qui pouvaient participer, enfin un qui allait participer au Final 8 et l'autre qui pouvait le faire. Et puis finalement, on a eu 2 demi-finalistes et un finaliste. Et donc, ce n'est pas une question marketing, là, ça a été une question de sécuriser un diffuseur qui est là pour 4 ans. Or, Sauf que justement, on oublie, c'est ce que dit Mehdi, on oublie la réalité sportive derrière, parce qu'on... Non, mais encore une fois, c'est pas une question de marketing là. Oui. Ça a été une question commerciale. Si ça avait été une question marketing, clairement, il aurait fallu ne pas recommencer trop tôt, et parce qu'on a abîmé le produit, et il aurait fallu commencer comme les autres, et certainement pas commencer avec un classico qui a été pour l'image très préjudiciable à mon avis. Et là, par exemple, pour ceux qui ont regardé le match de Nice aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? On se rend compte d'un PSG qui a probablement commencé sa saison aujourd'hui, avec une équipe qui a beaucoup moins d'absents, qui n'a pas encore tous ses joueurs, mais qui a beaucoup moins d'absents, avec un football, avec un ballon qui circule pas mal, qui a marqué 3 buts par rapport à une équipe qui n'est pas une petite équipe, Nice est européen. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui le PSG est au niveau du Bayern, mais finalement, si le championnat avait commencé aujourd'hui, comme à peu près dans tous les autres championnats d'Europe, on aurait eu un PSG de bonne facture, un Lyon de bonne facture, un Marseille peut-être, on va voir ce soir, de bonne facture, et on aurait proposé un produit de bonne facture au total. Si on veut se décaler, comme les Allemands se sont décalés au mois de mai par rapport au confinement, eh bien, mettons toutes les chances de notre côté. Oui. Ce que les Allemands ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place tout un processus qui permettait finalement de garantir un produit de qualité. Parce que les Allemands, quand ils ont pris mi-mai, on a vu du jeu dès le départ. Donc on a eu une super exposition du football allemand parce qu'il était tout seul à jouer à ce moment-là, mais avec du vrai football. Les buts de Haaland dès la deuxième journée, c'était des vrais buts, des vraies actions. Donc voilà, je pense que pour le coup, ça n'a pas été une question marketing, mais ça a été une question commerciale, et à mon avis, une mauvaise question commerciale, parce que le contrat avec Mediapro, avec Téléfoot, est signé là où on est très en retard, commercialement parlant. C'est au niveau des droits à l'international. Ouais, et ce qu'on a démontré là a été une mauvaise publicité pour le football français. Donc, si je veux défendre l'intérêt commercial et l'intérêt marketing du football français, c'est certainement pas comme ça qu'il fallait que je prenne les choses. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers un modèle à l'allemande, parce qu'on voit au niveau de la Ligue, ils ont une société commerciale affiliée pour vendre les droits internationaux de la Bundesliga. Et on voit que c'est un peu le débat qui a émergé après la présidence de la LFP, de savoir est-ce que l'on garde... Dans l'élection même. Oui, dans l'élection même. Et savoir est-ce que finalement on garde tous autour
un peu ce microcosme de la LFP. Finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il gère, alors que là, avoir une société commerciale à côté, ça pourrait, entre guillemets, mettre le commercial d'un côté et le politique de l'autre, et être un peu plus fluide au niveau des prises de décision. C'est là où je reviens sur le fait qu'on a un problème culturel en France avec le sport et son économie. Il y a une dizaine d'années, même un peu plus, il y a eu le décret Lamour qui interdisait, qui retirait aux ligues la capacité à réguler et à réglementer le non-sportif. Sauf qu'une ligue ne peut pas réglementer le sportif. Ça ne relève pas de sa compétence. Ça relève de la compétence de la fédération. Encore une fois, la ligue a un lien de subordination avec la fédération. D'ailleurs, Noël Le Graët a régulièrement eu le loisir de l'expliquer et de l'exprimer. Donc, la fédération, c'est elle qui détient le règlement. C'est elle qui tient le règlement. Qu'elle doit faire valider de temps en temps aussi par rapport à son ministère de tutelle ou par rapport à sa confédération, l'UEFA, voire la FIFA selon les sujets, par rapport à l'arbitrage par exemple. Donc si une ligue ne peut pas réglementer le sportif et qu'en plus on lui interdit de réglementer le non-sportif, c'est quoi ? C'est une amicale. Or, on voit bien que la ligue, que ce soit de football, de rugby, de basket, de hand ou de ce que vous voulez, elle ne réfléchit pas et elle ne doit pas réfléchir qu'à l'organisation du sport en France. Parce que ces compétitions, on va la juger par rapport à ses représentants au niveau des compétitions européennes. Quand en basket, on envoie nos meilleurs clubs et qu'ils, au mieux, font 1 ou 2 victoires dans le top 16, ça veut dire que le basket de club français n'est pas puissant. Si en Europa League ou en Champions League, on regarde en permanence en février-mars les autres à la télé, ça veut dire qu'on est en 2e division du football européen. Là, vous pensez qu'on a franchi peut-être un cap avec cette édition, ou pour vous ça reste un épiphénomène ? Non, je pense qu'on a enclenché le mouvement de la prise de conscience des clubs français qu'il ne fallait pas négliger l'Europa League. La Champions League, ils la négligeaient pas, et juste ils n'arrivaient pas nécessairement puissant, ouais. Bah oui, mais l'Europa League, les Pays-Bas, le Portugal ont clairement joué cette carte-là depuis très longtemps, et nous on l'a négligée, ce qui fait que... Mais j'ai pas le sentiment qu'on la néglige moins qu'avant. On n'a toujours pas de... C'est pas vrai. Résultats. Marseille a été en finale il n'y a pas très longtemps. Lyon a été en demi-finale il n'y a pas très longtemps non plus. Rennes a été en 8e ou en quart ? En 8e, ouais. En 8e. Donc je pense, si on remonte à 10 ans, les clubs français, c'était limite s'ils n'essayaient pas d'éviter les phases de poule. Donc je pense que ça va mieux. Je dis pas que ça va bien, je dis que ça va mieux à ce niveau-là. Mais quel est le rôle de la Ligue concrètement ici ? Parce qu'on a vu que l'Espagne a bien compris ce que... FC Séville, voilà, FC Séville, c'est une démonstration. Mais par exemple, que ce que la Ligue peut apporter, parce que la Ligue 1 c'est une usine à talent, aujourd'hui c'est une sorte de centre de formation géant pour le foot européen notamment. Quel rôle la LFP peut avoir pour faire éclore ses pépites ? Quand on voit par exemple comment la Liga s'intéresse à ce type de questions, on l'a vu notamment avec des joueurs de toute autre facture, avec le dossier Neymar en 2017, Ronaldo en 2018, cette année Messi, qui communique, qui est là... qui communique même peut-être trop des fois, mais... Peut-être trop, mais qui se porte comme garant de ces clubs. Alors certes, les joueurs ne sont pas ses actifs, c'est les actifs des clubs, mais ils défendent un produit qui est le leur et ils veulent le préserver, quoi. 2 choses par rapport à ça. D'abord sur la Première Ligue et après sur la Liga. Sur la Première Ligue a fait le constat aussi que les clubs anglais se désintéressaient trop des compétitions européennes et surtout de l'Europa League. Donc elle a décidé il y a quelques années de soutenir financièrement les performances de ces clubs. Par les droits télé, c'est ça ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait un sponsoring de la Première Ligue, c'est-à-dire une redistribution spécifique aux clubs anglais qui allaient loin dans les compétitions européennes. Voilà, c'est une chose qu'on pourrait prévoir en France, c'est-à-dire que dans les clés de répartition, peut-être imaginez, c'est un exemple, on se dit qu'on n'est pas sur une Ligue 1 à 20, mais à 21, et que ce 21e club, en fait, ce n'est qu'une dotation qui est faite pour remercier l'engagement dans les compétitions européennes de nos clubs qui vont aller chercher... Juste un point, c'est que si les clubs français sont performants, ils marquent des points à l'indice UEFA. S'ils marquent des points à l'indice UEFA, on peut aller chercher des places au niveau européen.
Sans la performance de Lyon et de Paris à la Champions League au Final 8 cet été, notre 5e place était en très grand danger. Si on était passé en 6e... Une place en Ligue des Champions. Oui. Eh oui, une place de Ligue des Champions en moins. Alors, la Ligue des Talents, ça marche, et Lille, le LOSC le sait très bien, que si on a l'occasion d'exposer nos joueurs, si le LOSC arrive à vendre des joueurs comme Pépé ou comme Osimhen aussi cher, c'est parce qu'ils ont à un moment donné le label Champions League Proof ou Europa League Proof. Si les clubs sont de moins en moins visibles en Coupe d'Europe, eh bien on aura beaucoup de mal à vendre nos joueurs au meilleur prix. Et juste pour terminer, le mercato l'année dernière, c'est une balance positive pour le football français de 280 millions d'euros. Ouais. Ça ne sera pas le cas cette année, hein, mais donc c'est très important pour l'économie du football français. Ici, c'est pas plutôt de rendre la Ligue 1 attractive par divers procédés. Alors je sais que pour la LFP c'est compliqué. Parce qu'elle ne travaille pas en lien direct sur les terrains et avec les clubs. Non, c'est pas vrai. Elle a des leviers. Donc le premier levier, ce que j'évoquais, c'est qu'on pourrait très bien réfléchir autrement le soutien à nos clubs engagés en Coupe d'Europe parce que c'est de l'intérêt global du football. Alors qu'en fait, je pense qu'on réfléchit à l'envers. On demande, nous, une plus grande solidarité de la part de nos grands clubs, ce qui fait qu'on les affaiblit par rapport aux compétitions européennes. Alors qu'il faudrait renforcer nos représentants européens pour avoir plus d'argent à redistribuer après. Et plus de joueurs de talent. Et c'est là où j'arrive sur le sujet de la Liga, parce que Javier Tebas, que l'on peut critiquer énormément, a clairement compris que lui, il fallait vendre à l'international. Juste un détail, hein. Là où on vend 80 millions d'euros à l'international, la Liga est à 900. Ouais. D'accord ? Donc 11 fois plus que nous. Et voilà pourquoi il était très en colère quand le PSG a arraché Neymar, parce que il perd Cristiano Ronaldo, il perd Neymar, et il est en train de perdre Messi. Ça veut dire que les arguments de vente à l'international de la Liga s'évaporent. Alors, il reste le Real, il reste le Barça, qui restent des marques très puissantes. Voilà. Donc, la Liga a clairement compris qu'elle allait chercher à l'international un relais de croissance. Nous, en France, il suffit de regarder, de lire combien de fois Mbappé, Neymar sont critiqués, et où on pense que finalement, Neymar, on n'en a pas besoin, ils peuvent partir pourvu qu'on garde Mbappé. Neymar, c'est 5 fois plus que Mbappé au niveau des réseaux sociaux mondiaux. Neymar, c'est 240 millions de fans dans le monde. C'est juste colossal. Mbappé, c'est 43. Voilà. Donc, si on veut, à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il faut donner un blanc-seing à Neymar et Mbappé et leur donner tous les droits. Je pense que ça serait intéressant d'analyser les fautes, les cartons jaunes, les cartons rouges subis ou donnés au PSG par rapport au Barça, au Bayern, à Manchester City dans les autres championnats. Je crois qu'il y a une très bonne étude là-dessus qui est sortie. Ça serait assez intéressant. Du CES, je crois. Oui, il me semble que c'est du CES, tout à fait. Je voudrais juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, revenir sur le discours préliminaire de La Brune. Il a parlé de moderniser et de réformer le foot français. Est-ce que, selon vous, ça veut un peu tout et rien dire, moderniser, réformer, mais est-ce qu'il faut s'attendre à des changements profonds dans la dynamique actuelle de la LFP ? Alors, ces changements profonds sont souhaitables. Je ne sais pas s'il pourra les mettre en place, parce que l'élection déjà est cocasse. On a un candidat, Michel Denisot, qui était soutenu par Noël Le Graët, et donc, quelque part, avait la caution, entre guillemets, des petits clubs. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. On a Vincent Labrune, qui est soutenu par Première Ligue, le syndicat des clubs de Ligue 1. De Bernard Cayazo. De Bernard Cayazo, mais qui est le syndicat des clubs de Ligue 1. Oui. Il y a l'UCPF, qui est historiquement le syndicat des clubs, qui est aujourd'hui plutôt le syndicat des petits clubs. Et ce syndicat a le projet de création d'une société commerciale, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Formule 1. La FIA avec Jean Todt, c'est le côté associatif, et puis après il y a la société d'Ecclestone rachetée par Liberty qui est là pour gérer le marketing. Donc on voit bien que l'organisation du sport mondial a tendance à aller vers cette dichotomie, le côté institutionnel qui reste du monde associatif et le côté commercial. J'aurais tendance à dire que c'est le sens de l'histoire, et qui est plutôt le sens de l'histoire porté par les grands clubs. Et à la fin, on se retrouve avec
Michel Denisot, soutenu par Jean-Michel Aulas et Nasser El Khelaifi, donc le PSG et l'OL, donc plutôt soutenu par les grands clubs, et Vincent Labrune qui est élu par les petits clubs. Donc c'est quand même assez cocasse. Donc le vrai sujet là, l'urgence, c'est de ramener du calme dans la famille du football professionnel au sens large. Et on a vu... ça pose question avec la personnalité de Vincent Labrune. Je ne suis pas encore sur sa personnalité, je parle du besoin au niveau de la LFP. Si la Ligue 1 2019-2020 ne s'est pas terminée, c'est en partie à cause de nos politiques, et c'est en partie à cause du football professionnel lui-même, qui a été plus que désuni. Et donc il faut à un moment donné tirer les leçons des erreurs passées. Je ne dis pas que c'est à cause de Nathalie Bois de la Tour, je ne dis pas que c'est à cause de Didier Quillot. Le fait est, c'est que le football n'a clairement pas parlé d'une seule voix. Là où dans les autres pays, ça a été un peu mieux géré à ce niveau-là. Et puis on a la vision des politiques du sport en général et du football en particulier. Juste une aparté. Le Tour de France qui vient de se terminer, on a vu beaucoup de monde autour des étapes de montagne, personne sur les champs. Roland Garros devait être à 11 500, on l'amène à 5 000. Sur 8 hectares, il y a 3 stades. Moi, je veux bien plein de choses. En Allemagne, ils repartent avec une jauge à 20%. Nous, on reste bloqué à 5 000. C'est-à-dire qu'on va rester 5 000 au Stade de France, 5 000 au Vélodrome. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on prend plus de risques tous les matins en prenant le métro que aller à 10 000 au Parc des Princes, par exemple. Et tout cela pour dire qu'on n'a pas intégré le besoin économique que le sport peut avoir. Alors, à la limite, le football s'en sort bien parce qu'il est télédépendant, mais le rugby, le basket, le hand, comment vont faire ces sports-là ? Eh ben, on va rester là-dessus pour un petit instant. On va, juste avant de se quitter, revenir avec toi, Mehdi, un petit bond en arrière. Et oui, mon cher Corentin, premier flashback de la saison sur les ondes de Radio VL. Prenez votre machine à remonter le temps et découvrons de quoi l'histoire est faite. Revenons aujourd'hui sur celle d'une étoile que l'on ne voit pas, une étoile oubliée. Nous voilà en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a tout juste 100 ans. Voilà qui ne nous rajeunit pas vraiment. La Coupe du Monde n'a pas encore pointé le bout de son nez, comme vous tous autour de moi d'ailleurs. Et tandis que l'Europe se remet peu à peu des stigmates des atroces combats d'hier, la Belgique se mue en terre d'accueil des Jeux Olympiques, les premiers depuis 8 ans. Et les Diables Rouges comptent bien faire honneur à leur pays sur le pré et autour du ballon rond pour rendre hommage aux souffrances que le peuple belge a vécues. Exemptée de premier tour, comme la France en raison des forfaits suisses et polonais, la Belgique entame son tournoi en quart de finale. Et ce, de fort belle manière. Confronté à l'Espagne, le pays hôte rallie aisément le dernier carré, puis se qualifie pour la finale en écrasant son voisin néerlandais 3-0. Face à lui, l'ogre tchécoslovaque, tombeur de la France, est bien décidé à gâcher la fête après un tournoi quasi parfait. Mais les Belges n'en ont que faire. En ce 2 septembre, dans un stade olympique d'Anvers acquis à leur cause, ces derniers étonnent. Les Diables Rouges en mettent 1, puis 2 au bout d'une petite demi-heure. Les Tchécoslovaques sont quant à eux étouffés, ils ne peuvent rien faire face à la furia de la Belgique. Les voilà qui s'impatientent, qui rouspètent auprès de l'arbitre, menaçant même de jeter l'éponge. L'un d'eux, du nom de Steiner, peste encore et encore, allant même jusqu'à cogner un Belge en plein bide. Le carton rouge à l'époque n'existe pas, mais l'arbitre, voyant la brutalité du bonhomme, l'expulse pour violence grossière. Pour le kickboxing, repassé en 2020 au cours d'un superbe PSG-OM qui ravira notre LFP adoré. Pour en revenir à nos moutons, s'ensuit une bagarre générale, mêlant joueurs des 2 sélections et spectateurs. Pris de toutes parts, les Tchécoslovaques mettent leurs menaces à exécution et déguerpissent illico, évacués par la gendarmerie locale. Après un moment de flottement, l'arbitre anglais, Monsieur Lewis, siffle la fin des hostilités. Cette finale n'aura duré que 39 petites minutes. La Tchécoslovaquie est disqualifiée, la Belgique, quant à elle, est sacrée championne olympique pour la première fois de son histoire. Et pour la dernière fois. Des 35 000... Pour l'instant. Des 35 000 spectateurs du stade olympique d'Anvers peuvent exulter. Thibaut Courtois, s'il avait eu la chance de fouler la pelouse en ce jour de gloire pour le plat pays, nul doute quant au fait qu'il aurait soutenu sans vergogne que la Tchécoslovaquie n'a joué à rien, ou presque. En attendant, la FIFA ne reconnaît toujours pas ce titre, que d'injustice pour nos amis belges.
Mehdi qui raconte toujours aussi bien les vieilles histoires du football. On va prendre une petite respiration avant de revenir à notre dossier du jour et on revient dans un court. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. Et le cerveau de notre opération était en train de... Vous êtes toujours sur la Manita, l'émission où le football est un fait social total. On va revenir à notre dossier du jour dans quelques instants. Notre dossier du jour, on le rappelle, consacré à la LFP et à la gouvernance du foot français avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Juste avant cela, on va voyager un peu, on va faire un petit détour aux îles Féroé. C'est la Minute FC Géopolitics. Alors la virgule ne s'est pas lancée, mais c'est pas grave, notre minute géopolitics avec notre partenaire Kevin Vessière sont les aléas de la première émission. Kevin, on a vu Reims empêtré dans des barrages de Ligue Europa, mais il y a aussi oui. des qualifications historiques dans la petite sœur de la C1. Et oui, et pour la qualification historique, il fallait se rendre aux îles Féroé jeudi parce qu'il y avait le club local du B36 Torchon qui a vaincu les Gallois des New Saints. Et c'est un événement historique car c'est la première fois qu'un club féringien se qualifie pour un 3e tour d'Europa League. Et donc c'est la plus grande performance européenne pour un club du territoire nordique. Et donc on pourrait parler de coup de chance, mais c'est pas un hasard si les Féroé progressent d'année en année sur la planète football. C'est ce petit archipel de 50 000 habitants, ils ont misé sur le football pour se faire connaître. Et il faut dire en fait que ce territoire est avant tout un territoire qui fait partie intégrante du Danemark. Et ils cherchent à avoir plus d'indépendance et ils ont misé sur le football depuis la fin du XXe siècle pour obtenir une plus large autonomie. Et s'ils font parler d'eux et s'ils utilisent le football, c'est notamment parce que le ballon rond est implanté sur l'archipel depuis 1890 et aussi qu'il y a 10% de la population qui est inscrite à un club de football. Mais c'est surtout la sélection nationale qui fait parler d'elle puisque juste après son adhésion à l'UEFA,
les îles Féroé vont réaliser un miracle le 12 septembre 90 qui s'appelle le miracle de Landskrona. Et la petite sélection alors arrive à faire chuter l'Autriche sur le score de 1-0. L'entraîneur de l'époque, il aurait prononcé ces mots avant le match. Pensez au drapeau des îles Féroé, votre drapeau, emportez-le avec vous sur ce terrain, avec une seule mission, gagner le match pour votre nation. Eh bien, c'était chose faite. Et avec ces belles paroles, les Féroé vont réussir d'autres coups durant les années 2000. Mais c'est surtout avec la construction de leur stade dans les années 2000, le stade de Torsvolu, qui va permettre aux îles Féroé de jouer tous leurs matchs dans leur capitale et ainsi un peu plus faire connaître leur territoire. Un stade où il est parfois difficile de s'imposer. L'équipe de France, il me semble, s'était déplacée il y a pas si longtemps. Ils ont eu quelques déplacements aux îles Féroé et parfois ils ont eu du mal. On se rappelle notamment d'un match de l'équipe de France en 2009 où il y a eu un but salvateur d'André-Pierre Gignac qui avait permis à la France de se libérer. On attendait peut-être ce but-là durant la finale de l'Euro 2016. La Coupe du Monde a été un peu moins salvatrice. C'est ça, mais ça n'a pas été le cas. Enfin bref, depuis quelques années, cette politique volontariste pour développer le football aux îles Féroé semble porter ses fruits, puisque là, récemment, en 2016, il y a une double victoire contre la Grèce lors des éliminatoires, donc c'est quand même une nation importante du football européen. Ils atteignent la 74e place du classement FIFA en 2018, et surtout, ils ont battu Malte et Andorre récemment en septembre, donc c'est ce qui fait la plus grande des petites nations pour l'instant au niveau européen. Et donc il y a un véritable engouement national autour de cette équipe parce que selon le média Nordisk Football, c'est près de 44 000 Féringiens, soit 10% de la population, qui se rend au match à domicile. Et donc il y a une ferveur là-bas qui a entraîné la création d'un groupe de supporters qui s'appelle Skansin et dont la passion dans les stades, on peut le voir en vidéo, c'est pas sans rappeler les homologues islandais et leur célèbre clapping qu'on avait pu voir à l'Euro 2016 en France. L'Islande, c'est d'ailleurs le modèle qui est en train de suivre les Féroé pour développer leurs infrastructures de football, exporter leurs joueurs à l'étranger et participer à une compétition internationale. Parce que le football, c'est l'un des seuls sports où les Féroé peuvent concourir sur leur drapeau. Ils ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'ils ne sont pas membres du comité international olympique. Donc désormais moins dépendante de la pêche et avec une économie plus tournée vers l'exportation de ressources fossiles et aussi avec le tourisme, les Féroé semblent prêts à ouvrir la voie vers l'indépendance. Un chemin qui semble tout tracé s'ils poursuivent leurs exploits sportifs pour faire ainsi grandir le petit archipel de l'Atlantique Nord. Et ben voilà, un pays de football, on en voulait un. Et ben en tout cas, on va voyager, je sens, avec toi cette année, Kevin. Et c'est aussi ça l'esprit de la Manita, c'est découvrir des territoires. Merci. On va revenir à notre dossier du jour et accueillir un nouvel invité dans quelques instants qui sera avec nous, donc Malik Couturier. Il nous parlera de la LFP et aussi de l'UNFP, lui où il est, parce qu'en fait, je voudrais qu'on ouvre un peu le débat sur les joueurs. On en parlait en tout début d'émission et particulièrement sur leur manque de représentation. Au sein des institutions. Donc là, on a Malik Couturier, justement, les férus de Ligue 2, Mehdi, tu sais que j'en suis un, le connaissent bien, l'ancien défenseur d'Angers et de Laval, qui est donc délégué de l'UNFP à l'engagement sociétal du footballeur professionnel. Est-ce que vous êtes avec nous, Malik ? Oui, je vous entends, je suis là. Bonsoir Malik. Bonsoir Malik. On va d'abord prendre un peu de vos nouvelles. Vous avez terminé votre carrière il y a un petit peu plus de 3 ans, avec quasiment 350 matchs de Ligue 2. Est-ce que vous avez le sentiment d'une belle carrière qui est derrière vous maintenant ? J'ai le sentiment d'avoir fait, je dirais, une carrière honorable, avec un petit goût peut-être d'inachevé, avec un petit match de Ligue 1 qui aurait bien garni cette carrière-là, mais voilà, je regrette en tout cas rien du tout. Je considère avoir joué de longues années de manière, je dirais, régulière. Et justement, votre après-carrière, maintenant, il se passe comment ? Est-ce que vous êtes toujours de très très près sur l'actualité du foot, ou est-ce qu'on a profité pour souffler, pour prendre un peu de recul ? Non, je suis quand même les résultats de mes anciens clubs et du football de manière générale, parce que comme vous l'avez dit, je suis salarié du syndicat des joueurs, donc j'accompagne les joueurs et les joueuses maintenant, donc obligé de regarder ça de très près. Je crois que Kevin, tu as une petite anecdote sur Malik Couturier. Oui, parce que je crois savoir qu'on est né dans la même ville de Charente-Maritime, à savoir Jonzac. Donc un petit salut jonzacais à Malik. Exact. Beau clin d'œil. Ce qui fait deux fiertés de la ville de Jonzac, quoi, toi et Malik Couturier. Donc. J'ai moins de matchs de Ligue 2 que Malik. Mais... Donc aujourd'hui, Malik, je le disais, vous êtes délégué de l'UNFP, donc à l'engagement sociétal du footballeur professionnel. Donc ça s'appelle Positive Football. Concrètement, en fait, votre mission, c'est de valoriser l'implication du footballeur qui se met au service du bien commun, c'est ça ? Ouais, mon rôle, donc moi je m'occupe, on est
on est séparés en zones géographiques, donc moi je m'occupe du Grand Ouest. Ouais. Je m'occupe donc des joueurs et des joueuses et je les accompagne dans la structuration et dans tout ce qui est suivi de leur projet humain. Ouais. Voilà, donc très souvent, je fais l'intermédiaire entre les joueurs et les joueuses et les ONG ou associations avec lesquelles on collabore. Mais justement, ça c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur des footballeurs déconnectés de la société. Vous, justement, à travers Positive Football, vous montrez qu'ils sont aussi sensibles à des causes sociales, la précarité, la maladie, le harcèlement, le handicap. C'est important, justement, ce message que vous voulez véhiculer sur le football. Bah, je trouve que déjà c'est important de pouvoir les accompagner dans ce domaine-là parce que souvent les joueurs et les joueuses ne savent pas trop où ils vont. Donc pour nous c'est très important et vous l'avez dit, je ne l'ai pas rappelé, mais on essaye également de valoriser tout ce qu'ils font pour essayer de créer une certaine boule de neige vers d'autres joueurs et d'autres joueuses pour que tous ces joueurs et joueuses puissent s'engager et s'investir dans des associations. On trouve ça très honorable. Justement, donc on va revenir à notre débat sur la LFP et les institutions du foot français. Vous avez fait un choix, c'est de vous impliquer au sein d'une institution où il y a énormément de joueurs, qui est donc l'UNFP. Qu'est-ce qui vous a, vous, dirigé vers ce choix de s'impliquer au cœur de l'UNFP ? Quand j'étais joueur, vous voulez dire ? Non, maintenant, là, votre choix, parce que ça remonte à votre après-carrière, l'implication dans Positive Football, ou c'est... Ouais, en fait, durant ma carrière, j'étais joueur donc à Niort, Angers, Laval. J'étais délégué syndical dans chaque club où je suis passé, donc déjà j'avais déjà un petit pied avec le syndicat et les collaborateurs avec lesquels on pouvait travailler. Et en fait, à la fin de ma carrière, donc c'est Sylvain Casteldoche qui est le fondateur de Player for Society, parce que vous avez parlé de Positive Football, mais on a un programme d'action que l'on appelle Player for Society. Et Sylvain m'a appelé en, je crois, mai 2017, mai-juin, pour me demander si ça m'intéresserait de faire partie de ce projet-là. Et donc j'ai accepté aujourd'hui, voilà. Ça fait depuis plusieurs années que je suis collaborateur au sein de ce service. Donc ce choix, là je vais me tourner vers Vincent Chaudel, ce choix, oh là je vais y arriver. C'est pas facile. C'était pas facile, surtout pour une première, il n'était pas évident celui-là. Ouais. Donc en tout cas ce choix il est relativement rare. Et je vais vous citer les 3 premiers présidents de la LFP. Donc Emmanuel Gambardella était gardien de but, Georges Bayrou était ailier, et André Nicolas il était attaquant. Je vous ai vu un petit peu dubitatif sur le fait d'impliquer des joueurs, en tout cas à la tête des institutions. Est-ce que vous pensez que voilà, le temps des années 60 où on pouvait avoir des joueurs, c'est un temps qui est révolu, ou est-ce qu'aujourd'hui on aurait la possibilité peut-être d'avoir des joueurs plus impliqués dans les institutions ? Déjà plusieurs choses. Déjà ce que fait Malik est très bien, et d'une façon générale, les clubs comme les joueurs mènent beaucoup d'actions sociales et ils le font très peu ou trop peu savoir. Qui fait qu'en général on entretient ou on laisse la place à l'image de trop payer, excès du football, alors qu'il y a toute une dimension sociale, sociétale, solidaire, qui est mise en place par des joueurs. On peut parler de Thauvin, on peut parler d'Mbappé, on peut en parler pour les plus grands, mais aussi en Ligue 2, ils le font aussi, les clubs aussi. Malheureusement, ils le font trop peu savoir. Alors je crois qu'au niveau de l'UNFP, vous avez pris le sujet à bras-le-corps et que vous êtes aujourd'hui sur des projets notamment de création de contenu pour montrer ce qui se fait. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on est sur des enjeux économiques très importants qui ne supportent plus ou qui ne permettent plus d'accepter une certaine forme d'amateurisme. Donc, ça ne veut pas dire que les footballeurs ou les anciens footballeurs ne seraient pas en capacité de gérer une ligue ou un club. Ça veut dire qu'il faut les préparer, les accompagner, les former pour ça. Ça veut dire que à la tête d'une entreprise, à la tête d'une forge, c'est pas nécessairement un forgeron qu'on va mettre. À la tête d'un restaurant, c'est pas nécessairement un cuisinier qu'on va mettre. Peut-être qu'on peut en avoir un, mais un cuisinier qui connaît absolument pas l'économie, le business et autres, il va mener son restaurant dans le mur. Ben là, ça sera pareil pour le football. Ça veut pas dire que les footballeurs ne sont pas capables, encore une fois. Mais si c'est ce que l'on veut, alors il faut les préparer, il faut les accompagner, il faut les former. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Alors maintenant, combien de joueurs ont envie de cela ? C'est la question aussi. Ouais. Bah oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme le sujet des quotas. Il ne faut pas mettre des footballeurs pour mettre des footballeurs. Oui. S'il y a des footballeurs qui ont envie de le faire et qui s'engagent dans cette voie-là, eh bien, il faut les soutenir, les accompagner et ils montreront
Et il me semble que Leonardo a été footballeur. Bon, je crois que dans le monde des affaires, il a l'air d'être pas maladroit. Rummenigge aussi. Voilà. En Allemagne, ça se fait beaucoup, effectivement. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas chez nous. Mais je pense pas que ce soit un préalable. C'est-à-dire, si tu n'as pas eu de carrière de footballeur, tu peux pas être à la tête d'un club. Je pense que à ce moment-là, Jean-Michel Aulas n'aurait jamais été à la tête de l'OL et que ça aurait été grandement dommageable pour Lyon et le football français. Peut-être Mehdi pour poser une question à Malik Couturier. C'est ce que j'allais dire, mais au-delà de ça, il y a très peu de joueurs qui sont dans la bataille aussi. Il y a l'exemple Platini à la tête de l'UEFA évidemment, et après il y a assez peu d'exemples. Il y a Luis Fernandez qui est en train de monter une liste pour la présidence de la FFF. Avec des joueurs. Avec des anciens joueurs. Il y a l'exemple Didier Drogba aussi qui essaye de briguer, qui tente de briguer la présidence de la Fédé ivoirienne. Et il y a l'exemple Davor Šuker en Croatie, une Fédé qui est aujourd'hui empêtrée dans de vastes scandales de corruption. Ouais, donc c'est pas forcément mieux. Donc voilà, mais la question, au-delà de ça, la question c'est, certes, certains joueurs n'ont pas forcément envie de se lancer, mais est-ce que le contexte global des institutions de ce grand écosystème que sont les institutions du football ne leur mettent pas des bâtons dans les roues, notamment les grandes familles du foot français? Avant d'imaginer une notion de complot et des bâtons dans les roues, il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, le football est un sport qui est consommateur de budget de plus en plus important. Donc si je m'appelle Sébastien Bazin et que je mets 60 millions d'euros tous les ans, j'attends de pouvoir utiliser au mieux dans l'intérêt de mon entreprise qui est cotée. On n'est plus... Je voudrais juste qu'on écoute Malik Couturier qui a quand même un regard de... Non, mais ne vous excusez pas. Qu'on écoute Malik Couturier sur ce sujet. Est-ce que vous sentez, Malik, un plafond de verre peut-être, ou alors est-ce que tout simplement dans les joueurs que vous avez pu côtoyer, il n'y a pas cette envie de s'impliquer dans les institutions? J'ai trouvé des propos très intéressants dans le sens où si des joueurs veulent rentrer à la Fédé ou à la Ligue ou sur des grandes institutions françaises, je pense qu'il faut qu'ils soient préparés. Je trouvais ça très intéressant, qu'on puisse les accompagner au maximum pour endosser un rôle qui n'est pas évident, je pense, pour tout joueur qui voudrait faire ça. Et après, la deuxième information, c'est qu'effectivement, il y en a très peu en fait qui souhaitent, à mon avis, le faire. Alors pour quelles raisons, je sais pas trop. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Ça, c'est sûr. La raison, probablement, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que moi, je me rappelle être intervenu et d'avoir été la cible à ce moment-là du journal L'Humanité dans la catégorie Ils ont osé le dire. Mais le groupe Danone avait nommé Zidane au conseil d'administration. Oui. Et j'avais dit que c'était une très très bonne idée parce que le nommer administrateur, ça lui permettait de connaître le monde du business à très haut niveau sans avoir de prise de responsabilité. Et si je fais le parallèle avec sa vie d'entraîneur, il a quand même été l'adjoint notamment d'Ancelotti pendant quelques années avant d'être l'entraîneur numéro 1. Ça veut dire que dans tous les secteurs, y compris dans le business comme dans le sport, ça sert des fois à rien de vouloir prendre la première place tout de suite et de ne pas être préparé. C'est-à-dire que Zidane, s'il est aujourd'hui un très très bon entraîneur, c'est parce qu'il n'a pas grillé les étapes. Et il a commencé... Alors, c'est difficile quand on est le meilleur joueur du monde ou quand on l'a été comme lui, d'accepter dans un autre univers de repartir d'en bas. Ouais. Et c'est pour le coup, ce que j'avais trouvé très intéressant de la part du groupe Danone, c'était de ne pas le faire repartir d'en bas, mais de lui faire découvrir le monde des affaires sans... Dans une position intermédiaire. Dans une position intermédiaire où il était plutôt dans une position d'observateur. Oui. Et pas en situation de... Parce que là, on met Zidane à la tête de Danone, tout Zidane qu'il est, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Adrien, tu voulais réagir? Oui, je m'adresse à Malik et à vous, Vincent, parce que vous pensez pas que du coup, peut-être les joueurs, par rapport à leur manque d'implication du coup dans les instances, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur du coup de s'engager peut-être? Est-ce que... Non? En France? Ouais, en France. Non, je pense pas. Non, vous pensez pas? Je pense pas que ce soit non, je pense pas que ce soit une peur. Après, je pense que simplement, beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de faire partie des institutions, tout simplement. Mais et du coup, parce que vous disiez aussi qu'ils étaient peut-être
pas trop préparés. Et est-ce que peut-être le football français n'y gagnerait pas à ce que les joueurs soient mieux accompagnés et mieux préparés peut-être à s'impliquer dans une après-carrière ? Ah oui, ça c'est une autre question, ça c'est sûr. Moi je pense que on devrait en avoir plus dans les institutions parce que comme Zinedine Zidane vous en avez parlé auparavant, si vous voulez à travers les joueurs un rôle de conseil par exemple sur des informations qu'eux ont connues au quotidien dans leur carrière ou dans le club, je pense que ça c'est très important. Ouais, bien sûr. Vincent, vous vouliez réagir Oui, c'est-à-dire qu'on en a peut-être moins en France que chez les anglo-saxons, par exemple. Peut-être parce que on est dans une organisation où les présidents prennent, en France, beaucoup, peut-être trop de place. Arsène Wenger, c'était, au moment où il était à la tête d'Arsenal, je pense que personne connaissait le nom du président. Oui. Alors qu'en fait, en France, les présidents vont sur le terrain parce que c'est certainement, déjà, c'est là où on prend la lumière, et puis c'est là où on est dans la négociation des transferts, etc. Et je pense que le prolongement du joueur, c'est probablement d'être entraîneur, voire d'être manager du club, avec une dimension sportive très importante, où on se fait aux négociations du business pour arriver après à des rôles de direction pleine et entière. C'est à peu près la trajectoire de Leonardo, c'est aussi la trajectoire que l'on peut avoir. Quand je parle de Wenger, ça a été d'abord un joueur à Strasbourg, ça a été un entraîneur à Nancy, et voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas imposer pour imposer, je pense qu'il faut imaginer un parcours et que tous les joueurs n'ont pas la capacité à être des présidents de club, comme tous les joueurs n'ont pas la capacité à être des internationaux, par exemple. Et bien, je crois qu'on a le mot de la fin, c'est faire les choses étape par étape. On va remercier en tout cas Malik Couturier d'être passé nous faire un petit coucou, et on va le remercier pour ses initiatives aussi qui valorisent le footballeur. Merci Malik. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Et bien les amis, malheureusement le temps file. On va aussi remercier Vincent Chaudel qui est venu jusque dans les studios de VL et qui est donc notre parrain officiel et plus officieux après une performance accomplie. Merci en tout cas d'être Merci pour la première. Merci et bonne chance à vous. On vous retrouve du coup sur l'Observatoire du sport, évidemment, du sport business. Je vais remercier mon équipe de chroniqueurs. Alors a priori un peu de turnover dans les semaines à venir. À la Manita, on aime un peu faire tourner. On change beaucoup d'équipes, donc on se retrouvera bientôt. Ils sont peut-être juste physiquement, non ? C'est ça, on est encore en préparation. C'est 5 remplacements maintenant. Oui, ça, on a le droit aux 5 changements en plus, donc on va en profiter. Je vais avoir aussi un petit mot évidemment pour Pauline qui aurait dû être avec nous à l'antenne, mais bon, les mesures évidemment de cas contact font que, et ça nous incite évidemment tous à la plus grande prudence. Merci à Maxime, à Edwin à la réalisation, à Pezzo, à la com et toute l'équipe de VL Radio. Vous retrouverez notre podcast très bientôt sur le site de VL et les meilleurs moments de l'émission sur Twitter. On reste évidemment connectés sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et les auditeurs par contre, vous avez rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Ciao. La Manita, une certaine idée du football. On parle tous les dimanches avec Corentin Roland et son équipe. De 20h à 21h sur VL. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.